Marienbad n'a certainement pas été un succès commercial, mais en tout cas, Raymond Froment est resté solidaire du film et en a parlé toute sa vie, en somme, avec une grande joie. Il a eu cette idée avec son ami Courreau de me demander de travailler avec Alain Robbe-Grillet, qui était un écrivain que je connaissais évidemment par la presse, mais dont je n'avais jamais lu un livre, j'ai envie de dire même une ligne. Et quand, avec son ami Courreau, ils m'ont fait cette proposition, ça m'a un petit peu déconcerté. Et je me souviens que ma première réponse a été de dire « mais d'après ce que j'ai lu dans la presse, c'est un écrivain très difficile, dont les livres sont assez rébarbatifs. Je ne sais pas du tout si c'est une collaboration possible pour un film. » Ils m'ont dit « écoutez, acceptez de le rencontrer en tout cas ». Raymond Froment m'a persuadé assez facilement qu'il n'était pas nécessaire que je connaisse l'œuvre d'Alain Robbe-Grillet pour accepter de passer 2 heures avec lui. Donc j'ai accepté et l'entretien avec Alain Robbe-Grillet a été tellement agréable, chaleureux, que je pense qu'on a passé l'après-midi ensemble à parler de la vie et du cinéma et du théâtre. Et on s'est aperçu qu'on avait des plaisirs communs devant un certain nombre de spectacles ou même d'œuvres littéraires. Enfin, c'était un entretien extrêmement joyeux, c'est ça sur lequel j'insiste. Et j'étais donc séduit. Alors j'ai accepté, enfin, ça va de soi, de le revoir dans une semaine, parce que je ne lui ai pas caché que je n'avais rien lu de lui, pour que je lise les 4 livres qui avaient été publiés. Et j'ai été aussi séduit par les livres et par cette lecture que par la personne d'Alain Robbe-Grillet. Et quand on s'est retrouvé une semaine plus tard, c'était un lecteur tout à fait conquis grâce à toutes les émotions que la lecture de ces 4 livres avait provoqué chez moi. Là, ça fait un petit peu conte de fées tout ça, mais en fonction de nos conversations, Alain Robbe-Grillet m'a proposé d'écrire 4 sujets de scénario, chacun d'une page, et qu'il y en ait un sur les 4 qui me séduisent et sur lequel on pouvait partir. Une semaine plus tard, Alain Robbe-Grillet m'a donné en effet 4 sujets, et là j'ai mis peut-être quand même 24 heures avant de me décider, parce que les 4 pages permettaient de faire en effet 4 films, et c'était assez difficile de savoir quel était le plus attractif, le plus séduisant. Je me suis arrêté sur l'année dernière. À Marienbad, c'est venu plus tard. Et en moins de 2 mois, en tout cas, j'avais un scénario complet, extrêmement détaillé. Il y avait même une chose peu fréquente, qui était que la page de gauche comportait tous les effets sonores, même les visuels souvent, et la page de droite, les dialogues et des didascalies succinctes, disons. Quand le scénario était fini, j'ai fait l'opération habituelle de faire un découpage, qui avait d'ailleurs peu de différence avec celui que me proposait Alain Robbe-Grillet. Et pendant des semaines, cette scène s'est répétée, mais elle est devenue de plus en plus émouvante à mesure qu'on avançait dans le film. Je veux dire, Raymond Froment était heureux pendant l'écriture, mais à partir du moment où on est passé au tournage, je le trouvais le matin en arrivant au bureau, en train de relire le découpage, et il me disait « Ah, Alain, comme ça me fait plaisir de tourner un film pareil, enfin, c'est vraiment une aventure, et chaque jour j'attends de voir les rushs
avec plus de plaisir, parce que c'est comme si je lisais un feuilleton dans un quotidien, et de ne pas être en train de faire un film habituel, enfin, où on peut être content, mais on n'a pas de surprise. Là, il y a quand même un élément aventureux qui me comble de bonheur. Bon, alors vous devinez, pour un metteur en scène qui redoute toujours plutôt il serait peut-être mieux si vous faisiez ça plutôt que ça, ou enfin qui discute les scènes à faire. Généralement, ça va coûter trop cher, ou des choses de ce genre. Enfin, ce qui me paraît tout à fait naturel. Là, de trouver quelqu'un qui faisait ses observations, je veux dire, ça n'était pas passif, c'était pas qu'il acceptait ce qu'avait écrit, j'allais dire l'autre Alain, enfin Robbe-Grillet. C'était simplement le plaisir qu'il avait à réaliser le film que... Est-ce que les deux Alain avaient le même film en tête? Ça, on pourra discuter de ça un jour, mais en tout cas, c'était un trio, pour ne pas dire un quatuor, parce que je ne veux pas effacer Corot, qui aimait beaucoup aussi ce qu'écrivait Robbe-Grillet. Mais enfin, c'était un trio qui fonctionnait dans le plaisir. Je ne vois pas quel défaut ou quel reproche on pourrait faire à un homme comme Raymond Froment. Par exemple, si je fais un gros saut dans le temps, il y a un autre exemple, c'était le dernier jour de tournage, et j'avais fait un plan dont je n'étais pas satisfait, même en le tournant 10 fois. Enfin bon, j'étais donc assez sombre, puisque c'était le dernier jour de studio. Et à la fin de la journée, Raymond Froment a dit « Bon, ben là, vous n'êtes pas content, et ben on tourne un jour de plus. » Et évidemment, le directeur de production, qui n'avait pas tort non plus, m'a dit « Écoutez, juste pour un plan, un jour de plus de tournage, c'est quand même une décision considérable, parce que un jour de studio de plus, c'est énorme comme conséquence. » Et Raymond Froment avait eu cette réponse décisive, on peut dire. « Écoutez, Michel Choquet, c'était le nom du directeur de production. Pour l'instant, c'est très douloureux de faire un jour de plus, mais pensez à la douleur qu'on va avoir quand dans 1 an, dans 2 ans ou plus, il faudra qu'on revoie ce film, et qu'à chaque fois que ce plan passe, on ait le regret de ne pas avoir fait une prise de plus. » Heureusement, la vertu est récompensée, on va dire. J'ai trouvé dans la nuit une solution de montage, et on a pu se passer de cette journée supplémentaire sans dommage pour le film. Mais ça montre en effet un producteur qui m'aurait dit « Alain, il n'est pas question, c'est fini, c'est fini », je me serais peut-être bloqué. Le fait de la proposition de Raymond Froment a fait que ça m'a permis, dans la détente, de prendre la décision avec plus de calme et de, on va dire, créativité, pour employer un mot prétentieux. Quand Robbe-Grillet écrivait, et quand on discutait après ensemble du scénario, il y avait un plaisir naïf immédiat de dire on va essayer ça, on va voir ce que ça va donner, mais ni vous ni moi, on connaît le résultat. Mais on a l'impression qu'on touche à, peut-être on va dire, à l'inconscient, sans savoir très bien comment nous y prendre, mais que la tentation de le faire est la plus forte. On était des grands admirateurs des textes d'André Breton et de tous les problèmes que soulevaient les idées d'André Breton. Bon, je ne pense pas qu'on était des purs surréalistes, mais des émotifs, certainement. On ne se prenait pas au sérieux, mais quand le film a commencé, il s'est installé, alors pendant le tournage, pour moi en tout cas, une atmosphère, je dirais, quasi angoissante. J'ai été pris dans une espèce d'engrenage, dans un espèce de labyrinthe qui me donnait l'impression
Au point de vue scénario, je ne me sentais aucune responsabilité puisque tout ce qu'avait écrit Alain Robbe-Grillet me plaisait, ou qu'en tout cas il avait accepté sans la moindre tristesse certaines modifications parce qui me mettaient plus à l'aise pour le tournage. Donc que n'importe qui, avec un scénario aussi précis, pouvait faire le même film. Je demande toujours au scénariste de lire tous les dialogues d'un film sans spécifier le nom du personnage. Et ça m'aide à faire le découpage. Tout ça est tout simple. Je mets la bande magnétique sur le magnétophone, je m'allonge sur un canapé et puis j'écoute. Et ça facilite en tout cas l'arrivée des images. Et après, c'est beaucoup plus commode en me souvenant de ça, pour faire un découpage technique rapide, oui, parce que j'essaie toujours de ne jamais dépasser 5 jours de travail là-dessus. Puis j'ai l'impression que du coup, je suis plus fidèle à l'auteur. La contradiction intéressante, c'est que Alain Robbe-Grillet se refusait à donner le moindre détail sur la vie des personnages, sur leurs émotions, mais que pour tourner des séquences qui devaient donner une sensation de rupture en passant de l'une à l'autre, nous, on était forcés d'imaginer, en effet, une situation précise et donc d'ajouter de la psychologie dans le jeu. On n'envisageait pas de jouer ça neutre, récitatif. Donc, on faisait tous les quatre un travail là-dessus. Moi, j'étais en effet très influencé par ce qui me paraît le bon sens, c'est-à-dire les écrits de Stanislavski, et qui n'étaient d'ailleurs à cette époque-là pas encore traduits en France. Ça paraît bizarre, mais... Et le fait que Delphine Seyrig était l'élève de Strasberg faisait qu'on s'entendait admirablement. Je suis toujours un strasbergien, stanislavskien convaincu, et ça me paraît la base de tout travail. Donc on a tourné Marienbad comme ça. Ça a d'ailleurs été une critique amusée d'Alain Robbe-Grillet en disant évidemment, vous avez introduit dans ce film un peu trop de psychologie, mais après tout, comme le résultat me plaît, c'est pas grave. L'idée d'un viol ne m'intéressait pas du tout. C'était une des modifications que j'avais demandé à Alain Robbe-Grillet sur le scénario. Et donc, je lui ai demandé en somme la permission de ne pas tourner du tout de viol, en aucune manière. Ça ne m'intéresserait que dans un film, je dirais, quasi documentaire, mais ça, je ne le sens pas du tout dans ce scénario. Pour moi, c'est un film sur la persuasion, sur la conquête, sur la rencontre. Enfin, pour moi, c'est un simple film d'amour. Donc, j'ai essayé de traduire l'émotion amoureuse, mais justement absolument opposée à l'idée d'un viol. Donc, je ne sais pas comment le film est interprété, mais en tout cas, je sais très bien dans quel esprit on l'a tourné. J'ai demandé à Henri Langlois d'organiser une séance de projection de Loulou de Pabst, et je pense que ça a été déterminant pour les comédiens et pour les techniciens. Toute l'équipe était invitée à cette séance. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait eu une influence de Loulou sur tout le film. Quand on travaille avec des gens dans une équipe, j'entends aussi bien technicien qu'acteur, c'est que on puisse partager des émotions communes. Bon. Or, Giorgio Albertazzi était italien, donc il connaissait très bien les aventures
Mandrake, ou si vous préférez Mandrake, ou si vous préférez Mandrake il re della magia, qui est un personnage donc créé par Lee Falk et dessiné par Phil Davis, et Delphine Seyrig, qui était, en somme, on peut dire moitié américaine, le connaissait aussi dans sa version américaine, et Sacha Pitoeff l'a regardé en tout cas. Bon. Et ça nous a souvent donné un espèce de moyen de communiquer, quoi. Mandrake traite beaucoup de l'inconscient et de l'imaginaire. On peut imaginer que l'inconscient de notre cerveau est le même pour tous les terriens. Bon. Et que c'est peut-être ça qu'on était en train de reproduire sans avoir le matériel scientifique pour l'analyser. À la fin du film, tout à coup, par hasard, je suis tombé sur une planche du dimanche de Mandrake. J'étais un peu surpris parce qu'il y avait une représentation du jardin et des extérieurs donc de l'année dernière à Marienbad, qui était très voisine. Et je l'ai montré à notre script Sylvette Baudreau, et elle m'a dit « Bah oui, ça c'est ce que vous avez montré à Saunier ». Or, Saunier n'avait jamais vu ces images, et moi, je les avais totalement oubliées. Et c'était un pur hasard, alors. Et j'étais très heureux quand, plus tard, Lee Falk a pu voir le film, et qu'il a été absolument emballé par le film. Bon. Avec les comédiens, on a parlé de Piero della Francesca et des gestes et des poses des personnages dans sa peinture. Alors j'espère qu'il en est resté des traces, mais on n'a jamais pris des reproductions de peinture de Piero della Francesca en disant on va faire pareil sur le plateau, ou même dans les décisions préparatoires, disons, du film. Le nom a été évoqué, mais certainement pas une toile précise, non. Mais il y avait ce silence particulier que je sens dans la peinture de Piero della Francesca, et dont on a dû évoquer ça avec les comédiens, oui, c'est normal. Alors si on cherche un film qui aurait pu avoir une influence, ce serait Vertigo, parce que Rob Grillet et moi, on l'aimait, et les trois acteurs l'aimaient aussi, bon. Mais on n'a pas essayé de reprendre un plan et de le refaire, non. Si on aperçoit la silhouette d'Hitchcock dans le film, bon, c'est un peu un titre d'hommage ou de clin d'œil amical, je sais pas, enfin, d'essayer de dire si un jour Hitchcock voyait le film, on vous aime, quoi. C'est plus simple que ça, oui. J'aimais beaucoup les images que j'avais pu voir de Vierney, j'aimais nos conversations, il aimait le sujet, et Philippe Brun était un cadreur exceptionnel parce que il travaillait encore avec il travaillait à une époque où beaucoup de cadreurs se refusaient à cette épreuve, c'est-à-dire avec un pied à manivelle, ce qui exige une rapidité de pensée et de réflexe absolument exceptionnelle, mais qui donne aussi une fluidité au mouvement d'appareil que je cherchais. En 1960, le scope en France n'était pas très utilisé à ma connaissance. J'avais envie qu'il y ait une étrangeté un petit peu dans les cadrages, et que je me sentais plus à l'aise avec le scope, oui. De l'autre, le scope me permettait aussi de m'approcher des comédiens et de ne pas perdre de vue le décor. La profondeur de champ nous intéressait tous en 1960. Alors comment l'obtenir, dans la mesure où, justement, avec le scope, elle est réduite, étant donné les optiques qui étaient à notre disposition. Donc il a fallu fabriquer des lentilles qui, si je ne me trompe, étaient en effet coupées et qu'on disposait devant l'appareil de manière à obtenir
le point des premiers plans et des fonds en les séparant par des zones de flou intermédiaires. J'avais l'impression que dramatiquement, ça me permettait certains effets. L'idée, c'était de tout tourner le film en France, mais en faisant le devis, on s'est aperçu que ça nécessitait un voyage dans plusieurs châteaux et jardins français et que le devis devenait très élevé. Tandis que en allant à Munich, on trouvait quand même à la fois des intérieurs réels et des extérieurs dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres et que donc ça économisait beaucoup d'argent. Donc c'était la seule solution. Mais en effet, jamais, ni Rob Grillet ni moi, on n'avait pensé à évoquer l'Allemagne ou les châteaux allemands ou les châteaux de Bavière pendant l'écriture ni le découpage. C'est venu uniquement pour des raisons financières. Quand j'ai commencé le montage avec Henri Colpi et Jasmine Chanet, on s'est dit on ferme le découpage, on a ces plans dans la salle de montage et on les monte selon notre goût, nos impressions, mais enfin on oublie le scénario, quoi. Et on est retombé tout de suite sur la construction originelle, ce qui nous a d'ailleurs fait plaisir parce que ça montrait que c'était pas un jeu gratuit. Sans ça, on aurait pu trouver d'autres solutions. On pouvait dire que cette intrigue pouvait se raconter de 50 manières différentes. Non, pas du tout. Et c'est là où c'est drôle, parce que la première impression, c'est que n'importe quel plan peut suivre n'importe quel autre, puisqu'il n'y a pas de chronologie dans l'intrigue. Non, je suis sûr que quelqu'un qui se donnerait le mal de faire une étude du film découvrirait que on respectait tout à fait des lois de construction dramatique qui étaient les mêmes, disons, des Grecs à nos jours, quoi. Enfin, c'est mon hypothèse, en tout cas. Alain Robbe-Grillet a vu donc la première copie dans une salle de projection privée, là, et j'avais tellement le trac que je ne pouvais pas envisager de le voir en même temps que lui, puis je voulais lui laisser la liberté de réaction aussi. Il était environ midi quand il est revenu de cette projection et il a ouvert la porte et d'une manière très théâtrale et souriante, en somme, il a fait une espèce de grand geste du bras et il m'a dit « Alain, je ne pensais pas que ça pouvait être aussi beau. » Évidemment, c'est très prétentieux de raconter ça comme ça, mais il était vraiment dans la jubilation. Alors après, on a parlé, après, on a expliqué les manières différentes qu'on avait de voir le film et la différence qu'il pouvait y avoir entre lui et moi portait sur le type de musique. J'avais demandé à Olivier Messiaen de composer la musique et Olivier Messiaen m'avait dit qu'il ne pouvait pas travailler pour le cinéma parce qu'il y avait un minutage précis et qu'il ne pouvait pas composer en connaissant le minutage avant d'avoir écrit. Bon. J'ai fait des essais avec plusieurs musiciens et il s'est trouvé que Francis Seyrig, qui avait d'ailleurs travaillé comme élève, en tout cas dans des classes de Messiaen, m'a donné les choses les plus satisfaisantes. Moi, j'ai été absolument... Le Festival de Cannes avait envisagé de sélectionner le film, mais il avait mis une condition qui était de doubler la voix d'Albertazzi par un acteur français. Et là, ni Rob Grillet, ni moi, ni Raymond Froment n'ont accepté cette solution. Rob Grillet aimait beaucoup les intonations italiennes, mais aussi un peu cosmopolites qu'il y avait dans la voix de Albertazzi. Donc, Cannes a retiré sa demande et Raymond Froment a dit non, maintenant on le garde et on verra si Venise accepte de le prendre.
Et Venise a accepté, voilà. La projection à Venise a été en 2 parties. La première partie de la projection a été pour le moins houleuse, parce que dès la 5e minute, on peut dire, les gens ont commencé à emboîter le film et à éclater de rire à chacune des répliques. Ça m'est déjà arrivé dans des ciné-clubs. Bon, j'étais pratiquement dans la salle en train de me tourner vers Raymond Froment et Alain Robbe-Grillet pour leur dire peut-être que ça fait déjà une demi-heure que ça dure, ce serait plus élégant d'arrêter la projection. Puis tout à coup, une séquence est arrivée et une moitié de la salle est partie en applaudissements très violents. Et là, il y a eu un phénomène physique ou chimique, je ne sais pas lequel des deux. Ça a stoppé toute la partie de la salle qui s'esclaffait à chaque réplique. Et la dernière heure du film s'est déroulée dans un silence religieux. Et quand ça s'est rallumé, je ne dis pas qu'il y a eu la standing ovation, comme on dit maintenant en français, mais ça a été extrêmement applaudi. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Que avant de rallumer, il faut garder de l'espoir. Chaque film pose les problèmes que pose un premier film, enfin, et peut-être même que le trac et l'inquiétude augmentent à mesure. D'ailleurs, il y a une preuve technique, c'est que mon dernier film a été tourné exactement avec la même rapidité ou la même lenteur, ça dépend comment on voit les choses, que Hiroshima, mon amour. Donc si j'avais fait des progrès, j'irais plus vite.